L'intitulé du sujet de la dissertation est « Assiste-t-on à un brouillage des frontières entre les classes sociales ?» Il faut d'abord bien comprendre la question et pour cela, analyser les termes de l'intitulé du sujet. Premier type de terme, ceux qui indiquent la nature du travail à faire. Ici, c'est assiste-t-on et le point d'interrogation. On est donc dans une question, c'est un énoncé débat. Le plan sera alors simple. Il va d'abord falloir répondre par l'affirmative, puis par la négative, et vice-versa. Autre terme, c'est brouillage des frontières. Cela signifie que les différences s'estompent. Deuxième type de terme, ceux qui indiquent le domaine de connaissance. Ici, c'est classe sociale. Dès que l'on parle de classe sociale, on va obligatoirement penser à l'analyse de Marx, qui définit les classes sociales par des caractéristiques communes et mobilisation. On peut aussi faire référence à l'analyse de Weber. Lui met uniquement en évidence les conditions objectives communes à la base des classes. Enfin, il faut opérer une délimitation géographique et temporelle, c'est-à-dire les pays et les époques que l'on devra traiter dans le sujet. Ici, il n'y a pas de bornage explicite. En revanche, il y a un bornage implicite, puisque on va parler d'aujourd'hui en France en comparant aux époques précédentes. On peut alors reformuler le sujet. Les différences entre les classes, au niveau objectif, c'est-à-dire les conditions de vie, mais aussi au niveau subjectif, conscience et mobilisation, existent-elles encore, ou bien s'atténuent-elles? On peut maintenant mobiliser les connaissances indispensables au sujet. On peut alors reprendre l'analyse des classes sociales. Pour Marx, une classe sociale se définit par deux caractéristiques. Premièrement, il faut que les individus aient des points communs. C'est une classe en soi, mais ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite que de ces caractéristiques communes, les individus s'en rendent compte et soient alors prêts à défendre leurs intérêts. On passe alors à une classe pour soi. En revanche, pour Max Weber, une classe est définie par l'ensemble des individus qui ont en commun une situation, sans qu'ils aient réellement conscience de leurs points communs, ni qu'ils soient mobilisés dans une lutte. Parler de brouillage des classes signifie que les différences entre les classes s'atténuent. Il y a donc homogénéisation. D'abord des conditions de vie, on pourra alors parler de mobilisation, mais aussi des idées, perte de sentiment de classe. Si les classes se brouillent, c'est aussi peut-être parce qu'il y a de nouveaux critères de différenciation. On pourra alors parler de l'âge et du sexe comme nouveaux critères de distinction. On peut alors maintenant élaborer une problématique. Les classes sociales sont-elles toujours pertinentes pour analyser aujourd'hui la structure sociale? Ou bien, de nouveaux critères de différenciation remplacent-ils les classes sociales pour analyser la société d'aujourd'hui? Ou encore, la fin des 30 Glorieuses et la crise de 2008 ont-elles entraîné une homogénéisation de la société ou au contraire accru les écarts entre groupes sociaux? On peut alors passer à la première ébauche de plan. Dans une première partie, on montrera que les 30 Glorieuses ont entraîné une homogénéisation de la société et donc que les frontières entre les classes sont devenues floues. Puis que depuis le début des années 80, les inégalités entre les groupes augmentent. Ainsi, des classes sociales fortement différenciées réapparaissent. On pourra ensuite faire une troisième partie pour montrer que, dans la réalité, ce ne sont pas des classes sociales au sens de Marx. Pour trouver des arguments, on va alors utiliser les documents. Le premier document est un article du Monde portant sur le rapport de France Stratégie. Cet article du Monde analyse les données de ce rapport sur la structure sociale française actuelle. Ce rapport met en évidence que la France connaît aujourd'hui des coupures de différentes natures, économiques entre les riches et les pauvres, générationnelles entre les jeunes et les vieux, spatiales entre les villes et les campagnes. Les frontières de classe existent encore, mais d'autres clivages apparaissent. Ainsi, la notion de classe sociale semble encore adaptée aujourd'hui. Les frontières de classe existent objectivement, il y a une coupure entre riches et pauvres. Et ces frontières existent aussi subjectivement, puisque
8 Français sur 10 pensent que les inégalités ont augmenté depuis 5 ans. L'analyse de Marx paraît alors adaptée. Un quart des Français disent appartenir aux classes moyennes inférieures. Surtout, 64% des Français estiment que la lutte des classes est présente. Cependant, les conditions objectives des Français sont meilleures que leur ressenti. Les Français sous-estiment leur niveau de vie, et une grande partie des Français a connu une amélioration de sa situation par rapport à celle de ses parents. Les fractures objectives sont donc moins importantes que les fractures subjectives. Mais de nouvelles fractures apparaissent, celles de l'âge. La situation des jeunes se détériore par rapport à celle des plus âgés. Ainsi, l'âge moyen du premier emploi est passé de 20 à 28 ans en 2015. Les jeunes ont donc du mal à s'insérer sur le marché du travail, alors que leur niveau de diplôme a augmenté, c'est le déclassement. Le deuxième document est un sondage effectué pour le compte de l'Humanité. Le premier tableau met en évidence deux variables. La première est l'opinion des Français sur la réalité de la lutte des classes. La deuxième est l'année. Ainsi, grâce à ce document, on va pouvoir mesurer l'évolution de la perception des Français sur la réalité de la lutte des classes. Prenons un chiffre, par exemple celui de janvier 2013, pour l'item « La lutte des classes est une réalité ». On le lira ainsi. En janvier 2013, 64% des Français interrogés pensent que la lutte des classes est une réalité. Grâce à ce document, on va pouvoir montrer que la part des Français qui pensent que la lutte des classes est une réalité n'est que de 40% dans les années 60. Ainsi, les Français se partagent de manière assez équitable dans les deux items. C'est la période des 30 glorieuses, les inégalités diminuent, il y a un phénomène de moyennisation. Or, entre 1960 et 2013, la part des Français qui considèrent que la lutte des classes existe a augmenté de 24 points. Ainsi, l'analyse de Marx paraît donc pertinente. Le deuxième tableau du document 2 est la réponse à une autre question du sondage. Avez-vous le sentiment d'appartenir à une classe sociale? Ce tableau relie alors deux variables. La première, c'est l'opinion des Français sur l'importance de classe. La deuxième, c'est l'année. On montrera ainsi, grâce à ce sondage, l'évolution de la perception des Français sur leur sentiment d'appartenance de classe. On peut d'abord remarquer que la part des Français qui a le sentiment d'appartenance à une classe a diminué depuis le milieu des années 60. La part a baissé de 5 points de 64 et 2013. Ainsi, on peut en déduire que les frontières entre les classes tendent à s'estomper. Cependant, cette part reste importante. Plus de la moitié des Français estiment appartenir à une classe. La conscience de classe, base de la constitution d'une classe chez Marx, reste donc présente. Troisième document, qui donne l'équipement des ménages, cadres supérieurs et ouvriers. Là aussi, on va avoir deux variables. La première, c'est le taux d'équipement selon la PCS du ménage. La deuxième, le bien. Mais aussi les écarts de taux d'équipement entre les cadres et les ouvriers. Prenons une donnée. Par exemple, 16,9 pour les cadres supérieurs et l'abonnement au théâtre-cinéma. 16,9% des ménages dont le chef de famille est cadre a un abonnement théâtre ou cinéma. Ici, 4,6 est le rapport entre cadres et ouvriers, on le lira ainsi. Le pourcentage de cadres ayant un abonnement est 4,6 fois plus grand que le pourcentage d'ouvriers. Avec ce document, on va d'abord pouvoir remarquer que pour certains biens, le rapport entre les taux d'équipement des cadres et ouvriers est égal à 1. Lecteur DVD, lave-linge, cuisinière. Le taux d'équipement des cadres et des ouvriers est donc similaire. C'est donc signe d'une homogénéisation des niveaux et modes de vie, et donc d'une moyennisation. Mais on remarque aussi que pour d'autres biens, le rapport entre taux d'équipement des cadres et ouvriers est supérieur à 1. Abonnement théâtre, la vaisselle, smartphone. Ainsi, cela montre que les inégalités de niveau de vie persistent. Les abonnements théâtre ou télé ont un coût élevé. Mais il y a aussi des différences de mode de vie. En effet, les écarts d'abonnement au théâtre ou au cinéma ne peuvent seulement s'expliquer par un coût important. Ces différences de mode de vie se voient
aussi quand le taux d'équipement des ouvriers est supérieur à celui des cadres. C'est le cas par exemple pour le congélateur ou le four à micro-ondes. Dernier document. C'est un extrait du dernier livre de Louis Chauvel qui nous montre strobiloïde. C'est donc une mesure des inégalités. On relie alors la part des ménages avec le niveau de revenu ou de patrimoine par rapport au revenu ou patrimoine médian, qui partage la population en deux effectifs égaux. Ici, on n'aura que 10% des ménages ont un revenu au-dessus de 1,9 fois le revenu médian. Ainsi, dans le milieu du strobiloïde et ventru, les groupes moyens sont importants. Du côté des patrimoines, on n'aura ainsi que 25% des ménages sont au-dessous de 0,1 fois le patrimoine médian. Ainsi, quand les extrêmes du strobiloïde sont importants, les inégalités sont fortes. Quand on regarde la distribution des revenus, on remarque un vaste groupe autour de la médiane. Cela veut dire qu'il y a une moyennisation des revenus. En revanche, quand on regarde la distribution des patrimoines, on remarque un vaste groupe avec peu de patrimoine, une minorité avec de forts patrimoines. Il y a donc perpétuation des fractures économiques. On peut maintenant commencer à réaliser le plan et la dissertation proprement dite. Dans une première partie, on va montrer que les 30 Glorieuses ont entraîné une homogénéisation de la société qui estompe les frontières de classe, mais que les inégalités depuis le début des années 80 ont réaugmenté, ce qui crée à nouveau des classes sociales fortement différenciées. Et enfin, que dans la réalité, ce ne sont pas vraiment des classes sociales au sens de Marx. Dans la première partie, pour montrer qu'il y a eu homogénéisation de la société qui estompe les frontières de classe, on va d'abord montrer que ces frontières de classe qui s'estompent se réalisent d'abord au niveau objectif, c'est-à-dire pour les conditions de vie. Ainsi, on va montrer que, au niveau des revenus, les inégalités diminuent. On le voit dans le document 1 où la France est un des pays les moins inégalitaires, mais aussi dans le document 4 où il y a un vaste groupe médian. L'homogénéisation des conditions de vie se remarque aussi au niveau des modes de vie. Il y a un rapprochement dans les taux d'équipement. C'est ce que l'on voyait dans le document 3. Les frontières de classe s'estompent aussi au niveau subjectif, c'est-à-dire c'est maintenant la classe en soi de Marx, puisque, premièrement, la conscience de classe a tendance à s'atténuer. C'est ce que l'on voyait dans le document 2. Mais aussi le sentiment de l'existence de la lutte des classes, ce que l'on voyait aussi dans le document 2, puisque 25% des Français n'ont pas l'impression de lutte des classes aujourd'hui. Parallèlement, de nouveaux critères de différenciation apparaissent, créant ainsi de nouvelles inégalités, celles liées à l'âge et la génération, puisqu'on voit que l'âge moyen du premier emploi stable est passé de 20 ans 60 à 28 ans 2015, dans le document 1, mais aussi des inégalités liées au genre. Cependant, et c'est la deuxième partie, depuis le début des années 80, les inégalités entre les groupes augmentent. En effet, les inégalités augmentent. D'abord au niveau objectif, conditions de vie. Il y a une fracture entre les riches et les pauvres, au niveau de revenus, c'est ce que l'on a vu dans le document 1. Au niveau du patrimoine, dans le document 4. Mais aussi au niveau des modes de vie, puisque les taux d'équipement de certains biens sont très différents, c'est le document 3. Mais au niveau subjectif, des inégalités paraissent importantes. La conscience de classe apparaît. Plus de la moitié des Français estiment appartenir à une classe, c'est le document 2. Donc, il y a un sentiment que la lutte des classes existe encore. La part des Français qui considèrent que la lutte des classes existe a augmenté de 24 points, c'est le document 2. Et donc, on a une coupure très prégnante dans la perception qu'ont les Français de l'état actuel de leur société, puisque 8 personnes sur 10 estiment que les inégalités ont augmenté depuis 5 ans, comme le montre le rapport France Stratégie du document 1.
Cependant, on peut, dans une troisième partie, montrer que ce ne sont pas réellement des classes sociales au sens de Marx. En effet, la hausse des inégalités n'est pas corrélée avec une mobilisation. Or, la lutte des classes est la base de la conscience de classe chez Marx. Ainsi, on peut en déduire que seule la bourgeoisie est une classe mobilisée, comme l'affirment les pinceaux charneux. Pour l'introduction et la conclusion, il faut toujours trouver d'abord pour l'introduction une idée d'accroche. On peut prendre un exemple tiré des documents, par exemple la multiplication des fractures sociales en France, avec le document 1, ou une idée d'actualité, par exemple l'enquête PISA sur le système scolaire, qui a mis en évidence une forte corrélation entre le niveau scolaire et l'origine sociale, signe d'une forte reproduction sociale. Pour la conclusion, il faut aussi une idée d'ouverture. On peut reprendre une idée du cours, par exemple le rôle du réseau social dans l'obtention d'un emploi, ou bien une idée d'actualité, par exemple l'idée de Louis Chauvel qui considère que le déclassement des jeunes va s'amplifier.